Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens à remercier bien évidemment les organisateurs de ce colloque virtuel. Alors ma communication s'intitule Pouvoir de quarantaine et contentieux du confinement, quelques leçons d'Asie. Je vous parle ici depuis Singapour qui a réussi à contenir l'épidémie, du moins la première vague en provenance de Chine, et qui aujourd'hui fait face à la seconde vague en provenance d'Europe et des États-Unis. Petite remarque anecdotique, l'actualité de Singapour résonne quelque peu avec l'actualité récente de la France, puisque se pose aujourd'hui la question de repousser ou non les élections législatives qui doivent avoir lieu cette année. A priori, elles devraient être repoussées. Alors dans cette communication, je vais m'appuyer sur l'exemple de 6 pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est qui ont réussi à ce jour à contenir, à contrôler l'épidémie de coronavirus, du moins dans sa première vague, comme je l'ai déjà dit, et qui font figure de modèles loués comme tels par l'OMS. Alors pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas le temps d'aller au bout de la vidéo, je vous livre d'ores et déjà les 3 leçons majeures. Premièrement, dans la lutte contre l'épidémie, disposer d'un arsenal juridique adapté est absolument déterminant. Il s'agit d'avoir une législation qui permette d'encadrer la lutte contre l'épidémie à tous les stades, de sa prévention à sa diffusion, et qui offre aux autorités sanitaires le pouvoir de quarantaine, mais surtout d'isolement et de surveillance des personnes infectées ou susceptibles de l'être, et également de répression des violations des mesures prises, et ce de manière proportionnée. Deuxièmement, refuser, c'est ce que tous les pays ont fait, le recours à un état d'urgence, sanitaire ou non, pour privilégier à sa place la mise en œuvre de dispositions prévues par la législation sur les maladies infectieuses et de se concentrer dans ce cadre sur des mesures d'isolement, de traçage, etc., plutôt que de confinement généralisé extrêmement liberticide des personnes. Petite parenthèse de définition, la quarantaine, c'est un procédé qui se fonde sur l'ignorance du diagnostic des personnes confinées, contrairement à l'isolement qui touche les personnes qui ont été diagnostiquées par un test ou dont il y a de fortes chances de penser qu'elles sont infectées. Fin de la parenthèse. Et enfin, troisième leçon, il s'agit de donner un rôle important aux juridictions dans le contrôle a posteriori des politiques publiques et des mesures prises par le gouvernement. Voilà, alors ces états, quels sont-ils? Ils sont au nombre de 6 qui peuvent être répartis en 3 groupes en fonction de leur degré de succès. Dans le premier groupe, donc le standard d'or, appelons-le comme ça, il y a le Vietnam et Taïwan. Le Vietnam et Taïwan qui n'ont à déplorer à ce jour aucun mort et qui ont un nombre de cas qui ne dépasse pas les 100. Deuxième groupe, Singapour et Hong Kong, avec un nombre de cas qui ne dépasse pas les 1000 et des morts entre 2 et 5. Et enfin, troisième cas, le Japon et la Corée du Sud, avec beaucoup plus de cas qui peuvent aller jusqu'à près de 10 000 et des morts, des décès entre 50 et 150. Alors bien sûr, ces chiffres sont à rapporter à la population, de 5 millions de personnes à Singapour, 8 millions à Hong Kong, donc pour ces 2 petites cités-États, 25 millions à Taïwan, 50 millions en Corée, donc des pays de taille intermédiaire, et puis des pays très peuplés comme Vietnam, 100 millions, ou le Japon, 125 millions. Donc, je donne les chiffres très arrondis. De la même manière, les densités sont extrêmement élevées dans certains de ces pays, notamment à Singapour et à Hong Kong, qui ont 2 des plus grandes densités au monde, ce qui les rend évidemment plus fragiles face à une épidémie. Alors la première chose qu'il faut savoir sur ces États, c'est que parmi ces 6, il y en a 4 qui ont été très affectés par le syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS. C'est notamment Hong Kong, Singapour, Taïwan et le Vietnam. C'est vraiment le SRAS, un épisode fondateur charnière dans la région qui est en fait la matrice de la réponse actuelle de ces pays au Covid. Alors le Japon et la Corée ont été moins touchés, voire pas touchés du tout, mais il n'empêche qu'ils ont également tiré les leçons du SRAS en regardant la gestion par leurs voisins. Il faut ajouter à cela le fait que la Corée a été touchée par le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Pour ceux qui auraient oublié, le SRAS, c'est très proche du coronavirus Covid-19. Il s'est déclaré, donc c'est un coronavirus, qui s'est déclaré en Chine en novembre-décembre 2002 et qui ensuite s'est répandu en Asie à partir de février 2003. L'alerte de l'OMS a été donnée en mars 2003 et il s'est terminé en juillet 2003. En revanche, le bilan est moindre puisqu'il s'agit de 800 morts. Donc ça va conditionner la réponse que les pays asiatiques vont apporter à l'épidémie.
Alors maintenant vient la question clé, qu'est-ce que ces États ont en commun, donc au-delà de la mémoire traumatique du SRAS, au niveau des institutions politiques, de l'architecture constitutionnelle ou administrative, qui leur permet d'afficher un tel succès? Eh bien, en réalité, pas grand-chose. Il faut évacuer immédiatement la question de l'autoritarisme ou de la démocratie. En effet, il ne semble pas que le caractère plus ou moins démocratique, plus ou moins autoritaire, soit un facteur déterminant, ou du moins significativement déterminant, de la réponse qu'ils ont à un événement de type pandémie comme le Covid. Donc, pour aller plus loin, permettez-moi de faire brièvement une série de remarques d'ordre institutionnel et puis politique. Nous avons dans tous ces pays toute une série de régimes politiques. Le Vietnam est un pays communiste dont le modèle est très proche de celui de la Chine. À Singapour et Hong Kong, deux cités-États que tout oppose, tout rapproche, ça dépend. Singapour illibéral, Hong Kong dépourvu d'un suffrage universel. Nous avons donc une démocratie libérale, un régime non démocratique libéral, si vous voulez. On a également la plus vieille démocratie d'Asie de l'Est et du Sud-Est, c'est le Japon, bien sûr. Et puis Taïwan et la Corée du Sud, qui sont des démocraties libérales très dynamiques, vibrantes, flamboyantes même, on pourrait dire, mais qui, quant à elles, sont sorties de la dictature militaire et de la loi martiale à la fin des années 80, donc des démocraties qui sont encore relativement jeunes. En termes d'organisation des pouvoirs, on a encore une fois toute une panoplie de configurations, des régimes parlementaires à Singapour, au Japon, des régimes présidentiels, semi-présidentiels, communistes, des monarchies, des républiques socialistes. Mais ces États, ils ont quand même quelque chose en commun, au-delà de cette grande diversité, c'est qu'ils disposent d'un État fort, relativement interventionniste, un État unitaire aussi, hein, c'est peut-être un critère déterminant. Et puis surtout, à l'exception de Hong Kong, ils disposent de dirigeants qui généralement jouissent d'une forte légitimité populaire, si on s'en tient aux sondages ainsi qu'aux résultats des élections. Alors bien sûr, on peut questionner ces chiffres, surtout au Vietnam, qui est un régime de parti unique, mais toujours est-il qu'à Singapour, le Premier ministre Lee Hsien Loong a été élu avec 70% des voix en 2015, ce qui lui donne un mandat fort. À Taïwan, la présidente Tsai Ing-wen a été réélue triomphalement en janvier dernier avec près de 60% des voix. En Corée du Sud, le président Moon Jae-in a été élu en 2017 avec 40% des voix également. Tous ces scores sont des scores de premier tour. Bon, certes, au Vietnam, c'est un petit peu plus difficile à dire. Et puis à Hong Kong, bien sûr, Carrie Lam est fortement critiquée. Je vous renvoie aux manifestations de cet hiver. Mais toujours est-il, il contient là un élément essentiel de la bonne gestion de crise, cette légitimité, cette confiance des populations envers leur gouvernement, et je crois un facteur essentiel de la bonne gestion de la crise, et surtout explique dans une certaine mesure l'exemplarité avec laquelle les populations ont obtempéré aux mesures prises par les gouvernements respectifs. Il ne s'agit pas d'une culture asiatique, mais bien plus d'une confiance de la population envers le gouvernement. Avec in fine le résultat que l'on connaît, c'est d'éviter le confinement généralisé et l'arrêt complet de l'économie, le fameux lockdown, qui s'impose un peu partout en Europe. Alors voilà, j'en viens à mon premier point, le refus de l'état d'urgence et le choix de la mise en œuvre de pouvoirs de quarantaine et d'isolement dans le cadre des législations sur les maladies infectieuses. Alors premièrement, donc les États asiatiques, ils ont refusé l'état d'urgence. Ils avaient, à la suite du SRAS, amendé leur législation sur les maladies infectieuses et renforcé les pouvoirs des autorités sanitaires en matière d'isolement et de quarantaine. Mais pour autant, et c'est ce qui leur a permis donc de ne pas avoir recours à un état d'urgence. Mais pour autant, l'état d'urgence n'a pas été complètement absent du débat public. Hein, c'est par exemple le cas en Corée du Sud et à Taïwan. Les oppositions ont réclamé l'état d'urgence, mais les présidences respectives ont résisté. Au Japon, on est dans un cas un petit peu particulier, je vais m'attarder quelques instants dessus. Alors le Japon, comme j'ai déjà dit, il n'a pas été touché par le SRAS ni le MERS. Donc quand le Covid est arrivé, le Premier ministre Shinzo Abe s'est rendu compte pour la première fois qu'il était démuni face aux épidémies, n'ayant pas la compétence de décréter un confinement ou même la fermeture des écoles. Donc, à ce moment-là, deux propositions ont été mises sur la table, soit une révision constitutionnelle pour inscrire dans la Constitution l'état d'urgence sanitaire, soit une législation sur l'état d'urgence. C'est donc la deuxième option qui a été retenue, et en mars dernier, le Parlement, c'est ce mois-ci, début du mois, le Parlement a adopté cette nouvelle loi qui porte sur l'état d'urgence sanitaire.
Il a été défini comme suit. C'est une situation dans laquelle la capacité de fournir une assistance médicale est sur le point d'atteindre ses limites, faisant peser un grave danger sur la vie et la santé des personnes si des mesures ne sont pas prises, avec un impact majeur sur la vie quotidienne et l'économie. Donc, vous voyez que deux conditions cumulatives doivent être réunies, qui sont d'ailleurs relativement difficiles à réunir. Ensuite, la déclaration de cet état d'urgence sanitaire n'est pas de la discrétion du Premier ministre, mais se fait sur proposition du ministre de la Santé et après avis d'un comité de professionnels de la santé. Donc, si le comité juge que les deux conditions sont réunies, à savoir grave danger sur la vie et la santé des personnes d'une part, impact majeur sur la vie quotidienne et l'économie d'autre part, le Premier ministre prépare cette déclaration en précisant sa délimitation dans l'espace et dans le temps. Une fois déclaré, ce sont aux gouverneurs d'ordonner les mesures de mise en isolement ou quarantaine qui s'imposent. Et pour l'instant, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, a refusé de déclarer l'état d'urgence sanitaire, même si maintenant la législation est actualisée à ce niveau-là. Alors, comment expliquer cette réticence à la déclaration de l'état d'urgence à Taïwan comme en Corée du Sud, même à Hong Kong d'ailleurs Bon, ça peut s'expliquer simplement parce qu'on garde le souvenir de la dictature militaire qui est encore dans les esprits, de la loi martiale, et à Hong Kong, on garde le souvenir de la gestion des manifestations. Et puis surtout, c'est parce que, à l'exception du Japon avant mars, les pouvoirs qui sont conférés au ministère de la Santé par les législations sur les maladies infectieuses sont suffisants en réalité pour endiguer l'épidémie. Donc c'est le résultat de la crise du SRAS. Donc, les réponses de la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, etc. se font sur le fondement de leurs lois sur les maladies infectieuses uniquement. Ce sont des lois qui se ressemblent relativement, qui sont relativement proches. Bon, certes, dans le cas vietnamien, comme c'est un système communiste, la formulation est un petit peu différente, mais enfin, le contenu est relativement similaire. Le ministère de la Santé décrète des quarantaines, des mesures d'isolement, prévoit des sanctions pour violation de la quarantaine et met également en place des mécanismes de dédommagement pour les personnes isolées. Alors, je ne vais pas vous dresser un panorama complet de toutes ces législations, mais je peux vous en dresser un rapide. Par exemple, à Taïwan, la loi sur le contrôle des maladies contagieuses autorise la mise en quarantaine, la surveillance de toute personne suspectée d'être infectée ou qui a eu des contacts physiques avec des personnes diagnostiquées positives. C'est l'article 37, on y reviendra plus tard. Les personnes en quarantaine ont droit à un dédommagement, c'est l'article 53. On a un titre entier de la loi qui est consacré à l'encadrement de la quarantaine, et puis il y a un titre entier qui est relatif aux sanctions qui s'imposent pour violation de la quarantaine. Donc bien sûr, tout ça actualisé à la suite du SRAS. À Hong Kong, on a le même genre de dispositions. On a également des mesures de dédommagement pour les familles des personnes décédées dans le cadre de leur travail. Il y a des dispositions concernant les sans-abri et la quarantaine, etc. également. En Corée du Sud, alors il y a deux lois distinctes, la loi sur la quarantaine et la loi sur le contrôle des maladies infectieuses, qui prévoient également toute une série de mesures, dont des dédommagements pour les personnes confinées. Alors à Singapour, même type de législation. Il y a un article qui est assez particulier à Singapour, c'est l'article 15 de la loi sur les maladies infectieuses, qui prévoit des sanctions pénales très sévères pour toute personne qui, de façon irresponsable, se sachant atteint ou pensant probablement ou ayant des raisons de croire qu'il est atteint du SRAS, diffuse le virus dans les lieux publics. Voilà. Et puis, il y a une disposition cardinale de cette loi, bien sûr, c'est la possibilité pour les autorités d'avoir accès aux informations privées des personnes et de les publier. Voilà, donc là, on arrive au point central, c'est la transparence des autorités en Asie sur le nombre de malades, l'âge des malades, toute une série d'informations et l'historique de leurs déplacements qui sont publiés sur des sites internet, généralement sur le site du ministère de la Santé, pour informer la population. Voilà, donc on voit très clairement que les sociétés asiatiques ont fait le pari de faire primer le droit à l'information et la transparence sur le droit au respect de la vie privée des personnes infectées ou susceptibles d'être infectées.
Alors maintenant, parlons brièvement de la mise en œuvre. Pour le SRAS comme pour le Covid, on a relativement les mêmes mesures qui sont en place. Donc, comme je l'ai déjà dit, grande transparence sur le nombre de personnes infectées, leur âge, etc., leur déplacement, leurs contacts, le tout publié sur le site du ministère de la Santé. Alors, les noms ne sont pas donnés, bien sûr, mais les personnes sont identifiées par un numéro, un code de couleur, enfin, ça dépend. Bon, c'est tellement précis que parfois, il est possible pour certains d'identifier de qui il s'agit. Ensuite, les personnes qui sont mises en isolement, en général, par exemple à Singapour, doivent être en permanence près d'une caméra, une facecam, pour pouvoir répondre et prouver qu'elles sont bien chez elles à tout moment. Elles doivent aussi prendre la température 2 fois par jour devant la caméra si les autorités leur demandent. Ce sont des mesures, bien sûr, très intrusives. Les personnes qui ont violé leur confinement se voient poser un bracelet électronique à Hong Kong également. Alors l'aspect pratique de tout ça, au-delà du fait de bien contrôler le confinement, c'est également de protéger la police de la contagion. Parce qu'on s'est rendu compte durant les épidémies du SRAS que la police était réticente, bien sûr, à contrôler le confinement de peur de la contagion. Voilà, donc c'est l'un des objectifs qui avait été mis en avant. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre ces mesures liberticides qui sont approuvées et comprises par la population dès le début pour justement prévenir un confinement général par la suite, qui lui est généralement désapprouvé par la population. Et d'ailleurs, l'expérience de la quarantaine durant le SRAS n'a vraiment pas convaincu les populations et n'a d'ailleurs pas vraiment fait ses preuves. Par exemple, à Taïwan, la quarantaine pendant le SRAS, c'est près de 150 000 personnes isolées. Donc, on est très loin d'un confinement généralisé. Je vous rappelle qu'il y a 25 millions de personnes à Taïwan. Pour finalement, à l'issue du confinement de ces 150 000 personnes, se rendre compte que seulement 2 personnes étaient atteintes du SRAS sur ces 150 000 personnes. Donc, une réflexion s'est engagée sur cette méthode, sur la proportionnalité de cette méthode, bien sûr, et ça a donné lieu à un recours devant la Cour constitutionnelle de Taïwan, ce qui me permet de passer à ma deuxième partie, le rôle des juridictions et le contentieux de la quarantaine. Bon, en introduction, dans les pays que j'ai cités, on a une extrême diversité des architectures juridictionnelles. En Corée du Sud, à Taïwan, on a des cours constitutionnelles qui sont très puissantes, très sollicitées, qui n'hésitent pas à statuer sur des questions politiques. Par contraste, au Vietnam, bien sûr, ce n'est pas le cas, même si on a un débat actuel sur l'introduction possible d'une cour constitutionnelle. À Hong Kong, vous savez, la haute cour est parfois très audacieuse. On l'a vu avec la décision sur le port du masque en manifestation. Mais bon, est-ce une cour de dernière instance? La question reste ouverte. Et puis à Singapour, les juridictions traditionnellement s'occupent peu des libertés civiles. Voilà, alors je vais me concentrer sur Taïwan et la Corée du Sud. À Taïwan, on a eu un contrôle de constitutionnalité de la loi sur la quarantaine et de l'article 37 que je vous ai cité dans ma première partie. Alors, le recours a été déposé donc, devant la Cour constitutionnelle de Taïwan. Je vous fais un résumé des faits. La Cour, elle a été saisie par un particulier, comme c'est permis par la loi taïwanaise. C'était un médecin qui exerçait dans un hôpital de Taipei au moment où le SRAS s'est déclaré. L'hôpital a décidé de mettre les employés en quarantaine sur le site de l'hôpital, mais ce médecin a dans un premier temps refusé d'obtempérer. Il a été sanctionné, il a perdu son emploi à l'hôpital, il s'est vu infliger une très lourde amende et son droit d'exercer la médecine a été temporairement suspendu. Donc, après avoir épuisé les autres voies de recours comme la loi l'exige, il a saisi la Cour constitutionnelle. Alors, la question qu'il posait à la Cour constitutionnelle était la suivante: est-ce que le confinement obligatoire de l'article 37 de la loi sur les maladies infectieuses constitue une violation de la Constitution, notamment le principe de proportionnalité en matière de restriction des libertés publiques, c'est l'article 23 de la Constitution, et d'autre part, la protection contre la détention arbitraire, qui est garantie par l'article 8 de la Constitution de Taïwan de 1947. La Cour a finalement statué en septembre 2011. Elle a donc décidé qu'aucune violation de la Constitution n'avait eu lieu et que donc l'article 37 était parfaitement constitutionnel. Néanmoins, la Cour a affirmé la nécessité de circonscrire dans le temps de façon claire et précise la quarantaine et de dédommager ou de mettre en place un système de dédommagement des personnes qui ont été placées en isolement.
Et enfin, de préciser les procédures administratives et ou judiciaires par lesquelles les personnes placées en quarantaine peuvent contester la décision de placement en quarantaine. La Cour a également rappelé que les mesures choisies doivent être les moins restrictives possibles. Et par la suite, donc Taïwan, le gouvernement a amendé sa législation sur les maladies infectieuses. Alors en Corée du Sud, c'est un petit peu différent. On n'a pas de contentieux de la quarantaine. En revanche, on a une implication de la Cour constitutionnelle dans la mise en jeu de la responsabilité politique du président sur le fondement, dans le cadre notamment de la gestion de crise. Alors, on nous présente aujourd'hui en France la Corée du Sud comme le modèle absolu, l'exemple à suivre. Mais il faut savoir qu'au début de l'épidémie, la Corée du Sud a fait beaucoup d'erreurs. Ce qui explique d'ailleurs l'explosion du nombre de cas dans un premier temps. Le président a réagi tardivement, sous un certain nombre de contraintes dont je vais vous parler. Voilà, parce que la Corée du Sud, au départ, a refusé de fermer ses frontières avec la Chine, a continué d'exporter des masques en Chine, ce qui était une erreur. Bon. Mon hypothèse, c'est que le spectre d'une possible procédure d'impeachment et ou d'une procédure pénale à un horizon de moyen long terme a précipité la réaction rapide du président coréen Moon Jae-in de fermer les frontières avec la Chine. Donc Moon Jae-in, pour vous donner un petit peu le contexte, il a été élu en 2017 lors d'une élection anticipée qui faisait suite à l'impeachment de la présidente précédente, Park Geun-hye, qui a été condamnée à 25, donc qui a été destituée par l'Assemblée nationale, et ensuite cette destitution a été confirmée par la Cour constitutionnelle, comme c'est la procédure en Corée du Sud, à la suite de quoi elle a été condamnée à 25 ans de prison ferme qu'elle est en train de servir. Mais ces manifestations donc, contre Park qui ont mené à son impeachment sont liées à l'origine à une mauvaise gestion de crise par Park. C'est un contexte un petit peu différent. À l'origine, c'est le naufrage d'un ferry dans lequel 300 personnes sont mortes noyées, notamment beaucoup d'adolescents. La présidente n'était pas là au moment des faits, et alors que des vies auraient pu être sauvées si les bonnes décisions avaient pu être prises au bon moment. Et finalement, elle a été impeachée à l'Assemblée sur un autre motif. Mais cet épisode, il explique sûrement la réaction de la présidence sud-coréenne. Le président a attendu trop longtemps de fermer les frontières. Il a été critiqué pour cela. Apparemment, pour l'anecdote, au moment où la Corée du Sud enregistrait son premier décès, le président était en train de faire la fête avec l'équipe du film Parasite. Et donc, les Sud-Coréens sont largement mobilisés très rapidement pour réclamer l'impeachment ou la destitution du président, suivi également éventuellement de procédures pénales. 1,5 million de Coréens ont signé en un temps record la pétition, et Moon a fermé les frontières avec la Chine, adopté des mesures beaucoup plus drastiques sans pour autant déclarer l'état d'urgence, encore une fois. En conclusion, l'expérience asiatique, c'est le refus de l'état d'urgence sanitaire et du confinement généralisé extrêmement liberticide. Un confinement généralisé qui pose la question de la proportionnalité entre les atteintes aux libertés publiques et la sauvegarde de la santé publique, bien sûr. Deuxièmement, sans remettre aux juridictions administratives, constitutionnelles, pénales pour contrôler, certes a posteriori, dans le cadre du SRAS ou d'autres épisodes, la légalité, la constitutionnalité, et pour engager, si cela est admissible, la responsabilité politique et ou pénale des personnes responsables. C'est du moins ce que nous apprennent les expériences asiatiques. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, c'est une communication qui fait partie d'un article qui devrait paraître normalement dans la revue de droit administratif à l'automne. Merci beaucoup, au revoir.